Salut les rôlistes, salut tout le monde, salut la commu. Ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui et nous sommes en compagnie des deux créateurs alors qui vont nous expliquer exactement leur rôle dans cette œuvre commune. Donc Emmanuel et Julien pour le jeu Célestopol, le jeu de rôle. On va en parler autant de temps que vous voulez. Alors, les auteurs, mais pas vous sur le chat parce que on va pas passer... si on peut passer la nuit avec vous. Salut le Tanuki Rolliste, salut Jérôme. Et avant de commencer, je voulais faire un petit mot. Aujourd'hui, c'était les obsèques de Anne Etillard, alias la Dame du Lac, qui était active sur Time to Roll, avec qui nous avons fini récemment la campagne Pax Elfica. Et donc, c'était un mot en souvenir d'Anne. Et puis, Anne était une créatrice de jeux de rôle, une traductrice. Et ça tombe bien pour ce premier live du mois d'avril. Et on a deux auteurs. Donc, on rappelle, et en son honneur, une bonne soirée d'échange avec des passionnés de jeux de rôle. Alors, bonjour Emmanuel, bonjour Julien. Comment allez-vous déjà ? Bien. Très bien. On est un peu nerveux, je pense. On s'approche de la fin de la campagne, mais on est plutôt content. Donc c'est toujours un peu. Enfin, moi, finalement, c'est mon premier financement participatif. De l'autre côté de la barrière, parce que j'ai financé pas mal de projets. Fut un temps. Je me suis un peu calmé, mais mais c'est vrai que quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est pas la même excitation. Mais oui, non. Sinon. Tout va bien, on essaie de rester calme. Alors, ouais, déjà félicitations parce qu'on est quasi à la fin et donc on sait que ça a fonctionné. Et que c'est passé et haut la main. Donc félicitations à vous deux parce que ça fait plaisir. Merci. Une création française. C'est pas une réédition en plus, donc on en parlait à l'instant. Mais pour commencer, peut-être Emmanuel, si tu veux te présenter en quelques mots pour salut Orion qui arrive. Est-ce que je dis en même temps bonjour aux gens qui arrivent. Il y a Orion JDR de la communauté Orion qui vient d'arriver. Et Emmanuel, je te laisse te présenter en quelques mots ou en de longs mots si tu veux. Alors, je vais essayer de pas faire trop long, mais donc je suis Emmanuel Chastelière, je suis à la base traducteur de métier. De romans, essentiellement dans le registre imaginaire, en particulier la fantasy, un peu de jeunesse, mais surtout de la fantasy adulte. S'il y a des amateurs dans la communauté, notamment je suis l'un des deux co-traducteurs du livre des Martyrs de Steven Erikson, un gros cycle de fantasy épique en 10 tomes. Ça, c'était dans mon actu assez récente. Depuis quelques années aussi, décidément, je ne fais que sauter des barrières. Je suis passé aussi de l'autre côté de la barrière en tant qu'auteur. Parce que souvent, je prends beaucoup de plaisir à traduire et à transmettre les histoires des autres, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête de partager mes propres histoires. Et donc oui, j'ai publié. J'en suis à 7 ou 8 romans, je crois, depuis 2016, dont Célestopol en 2017, qui a été repris en poche en 2019, et Célestopol 1922 en 2021, chez L'Homme sans nom, qui est partenaire du projet aussi. C'est le volume qui sert de base à ce jeu-là, c'est Célestopol 1922, et qui est disponible aussi, je fais un peu ma réclame, mais bon, c'est pour préciser, qui est également disponible en poche dans la collection Folio SF depuis l'an dernier. Et puis j'ai quelques autres romans, notamment chez Critique, chez Scrinéo, chez Argile l'an dernier, avec un roman un peu plus historique, E-Mills. Voilà, donc je suis un grand amateur d'imaginaire depuis mes jeunes années, de toute façon, que ce soit en tant que aussi simple lecteur. À niveau jeu de rôle, je le dis tout de suite, j'ai moins de références. C'est une discipline qui m'a toujours fasciné aussi, parce que dès le lycée, j'étais
j'étais vraiment, voilà, c'est quelque chose qui m'attirait, même si j'avais pas de table de jeu. Mais je collectionnais les magazines, ce genre de choses. Voilà, vivre des aventures, c'est quelque chose qui déjà à l'époque me titillait. Et c'est vrai que ce projet-là d'adaptation au jeu de rôle, on y reviendra, mais c'était l'occasion aussi pour moi de, si je puis dire, réaliser un fantasme. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne expression, mais voilà. En tout cas, le jeu de rôle, c'est vrai que c'est pas ma spécialité à la base, mais c'est quelque chose que je connais de loin, on va dire, depuis longtemps quand même aussi. Et ben, c'est parfait. J'ai mis dans le chat le lien vers le crowdfunding, mais aussi vers Babelio, qui est pour une critique, entre guillemets, une présentation de ton dernier ouvrage. Donc, c'est pas le dernier, 1922, Célestopol 1922. Et peut-être, tu pourras nous en parler un peu plus dans la création de l'univers, parce que je comprends qu'il y a donc 2 ouvrages, et donc ça t'amène 2 thèmes différents. Et quant au jeu de rôle, je sais jamais s'il y a des personnes seniors ou juniors dans le jeu de rôle, puisque j'ai jamais autant de plaisir que jouer avec des personnes qui n'ont jamais joué au jeu de rôle. Et donc, c'est assez fascinant. Ça, on en reparlera peut-être plus tard, parce que c'est pas à moi de parler. Et donc, c'est un jeu par nature qui ne connaît pas pour moi l'expérience, et n'importe qui ayant envie de s'amuser, trouve du plaisir rapidement, peut-être même dès la première fois. Julien, quant à toi, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr, pas de souci. De mon côté, je suis professeur des écoles à Nantes, donc voilà. Tu es nantais? Je suis nantais. Ah, mais moi je suis nantais aussi. On se découvre. Voilà. Très bien. On va. Ça se trouve, vous êtes voisins. Aller voir. Ça se trouve. Moi, je suis tombé dans le JDR, alors assez tardivement, relativement, parce que quand je parle beaucoup avec des gens rôlistes, ils disent, moi, j'ai commencé à jouer à D&D, j'avais 10 ans, j'avais 11 ans, ma première partie de Toulouse, j'avais 12 ans, etc. Moi, j'ai quand même commencé un peu plus tard, j'ai commencé sur les coups de 18-19 ans, donc en allant à la fac, en fait. Voilà, donc ça fait quand même maintenant 25 ans, parce qu'on est, voilà, les années ont passé. Donc, 20-25 ans de JDR. Très vite, je suis passé rôliste, maître de jeu, pardon. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire mes propres scénarios. Et puis voilà. Et puis, une opportunité, 2 opportunités. J'ai travaillé un peu pour Écrime, pour le Capharnaüm. Je suis le rédacteur en chef du fanzine du Souffre-Jour. Qui est directement lié à l'univers d'Agon, pour ceux qui connaissent, les royaumes crépusculaires. Voilà, et puis quelques concours de JDR, d'écriture de scénario pour Cassius Belli notamment. Voilà, et puis je bossais pour la gamme Dragon aussi, chez Agathe, mais voilà, avec des petits scénarios, des canevas, on les appelle. Et puis voilà, et me voilà embarqué dans le but traversier vers la Lune pour Célestopol. Eh ben, c'est très très clair. Je vois que tu as beaucoup écrit après 20 ou 25 ans dans le JDR. Souffre-Jour, je suis un grand fan d'Agon. Hein. Voilà. Donc, bravo. Je peux dire que bravo. Que des belles gens autour de la table. Très bien. Eh ben, merci pour votre présentation. Et tu as fini en disant rentrer dans l'aventure Célestopol. Et est-ce que, justement, c'est le moment de nous dire ce qu'est pour le jeu, mais aussi pour vous, ce que ça représente, ce jeu. Peut-être on repasse la parole à Emmanuel, ou comme vous voulez. Vas-y, Emmanuel, vas-y. Oui, bien sûr. Du coup, à la base, Célestopol, c'est un univers, effectivement, pour l'instant décliné en 2 volumes pour ce qui est du côté littérature. On est dans un cadre un peu, pas un peu, clairement rétro-futuriste, un peu plus déco-punk que steampunk, un déco pour art déco. Voilà. Comme l'indique le nom du jeu, il se déroule dans les années 20, 1922. Ce ne sont pas nos années 20, puisqu'on est on est aussi dans une uchronie. C'est-à-dire que on va dire que le cours de l'histoire a suivi celui qu'on connaît jusqu'au début 19e, à peu près.
Et puis il s'est passé un truc assez incroyable, c'est que l'Empire russe est parti s'installer sur la Lune dès la fin 19e en fait, en bâtissant cette cité de Sélestopol, hein, qui donne son nom au jeu et bah, en fait à tout l'univers lui-même. Hein. C'est dire aussi pour placer un peu son importance à l'échelle des choses. C'est une cité qui est donc sur la Lune, sous un dôme de verre, hein, et d'acier, et qui est censé symboliser justement la toute-puissance de l'Empire. Une toute-puissance qui est basée sur en fait le sélénium, qui est une espèce de matériau, de minerai, voilà, qui a été découvert là-haut. Et que Sélestopol et la Russie sont les seuls à exploiter, et qui donc assoient toute leur puissance, même à l'échelle mondiale, puisque pendant ce temps-là, sur Terre, la Russie, aidée de cette source d'énergie, en somme, assez phénoménale, beaucoup plus efficace, puissante que, mettons, le pétrole ou le charbon, bien sûr, a conquis une grande partie de l'Europe. La France, enfin l'Angleterre n'existe plus vraiment. La France s'est rabattue sur son empire colonial, et encore, on va dire son empire colonial en Amérique du Nord, hein, parce que finalement c'est la Nouvelle-France. Voilà, on a aussi une République de Californie, donc on a une carte du monde qui est assez différente, hein, de celle qu'on connaît dans nos années 20 à nous. Voilà. Et en fait, tout simplement parce que aussi, c'est un monde qui n'a pas connu de Première Guerre mondiale, même s'il en a connu beaucoup d'autres. Et on est dans un univers, pardon, comme je disais, du coup, uchronique. Donc j'en ai profité pour, on le voit déjà avec le fait d'avoir une cité sur la Lune dès cette époque, mais avancer un peu plus vite, on va dire, au niveau technologique. Donc même dans les années 20, on est notamment sur Sélestopol, une cité qui est largement peuplée d'automates. Donc d'automates, voilà, comme pensez Metropolis, voilà, même si certains les plus évolués sont quasiment impossibles à distinguer d'un être humain. Donc c'est déjà un certain niveau technologique quand même, finalement très avancé. Évidemment, il y a aussi des conflits entre ces automates, enfin plutôt entre les humains et ces automates, parce que ça permet aussi de poser pas mal de questions sur la conscience, à partir de quel moment, à partir de quel niveau de conscience peut-on dire qu'un être est vivant, ce genre de choses. Et puis à un niveau politique, la ville est dirigée par le duc Nikolai, qui n'est autre qu'en plus que le fils de l'impératrice de toutes les Russies, et qui lui aimerait bien que la cité soit indépendante, puisqu'après tout il doit déjà gérer tout ce qui est justement sélénium, etc. Donc tant qu'à faire, pourquoi ne pas être son propre maître? Mais forcément, ça entraîne des frictions avec la mère patrie. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien dans le recueil que dans le jeu. Voilà, donc il y a aussi une dimension politique, sociétale, comme je disais, avec les automates ou la condition ouvrière, hein, parce qu'on est dans une période où il y a aussi beaucoup de grèves ouvrières, de rébellions à ce niveau-là. Et puis, on n'oublie pas quand même une part, je dirais, désolé, je suis pas trop long, une part un peu quand même imaginaire, avec notamment, je m'appuie beaucoup. Je m'appuie sur tout ce qui est mythologie et contes slaves. Donc on retrouve certaines figures comme Baba Yaga, etc. Mais c'est quand même c'est assez diffus. On laisse aussi un peu ça à l'interprétation du lecteur, ou donc on le laissera à l'interprétation du joueur, hein. C'est-à-dire parfois certaines choses, est-ce bien la réalité, n'est-ce pas un rêve, une vision, voilà. Moi j'aime bien l'ambiguïté en général dans ce que j'ai écrit, et ça se retrouvera aussi un peu dans le jeu, je pense. Mais voilà, il y a aussi une dimension imaginaire qui lorgne clairement là-dessus, sur quelque chose d'un peu plus fantasy. Mais comme à la base, en fait, Sélestopol 1922, c'est un recueil de nouvelles avec un fil rouge, hein, c'est-à-dire que les personnages qui sont, par exemple, les héros d'une nouvelle se retrouvent au second rôle d'une autre, mais on les voit réapparaître, ou les événements d'une nouvelle peuvent avoir des répercussions 4 ou 5 textes plus loin. Donc voilà, il y a quand même une certaine cohérence, pas que de lieu et de temps, avec la ville et puis l'année 1922. Et ça me permet de varier les ambiances dans ce que j'écris.
avec parfois des textes qui sont un peu plus fantastiques, un peu plus SF, voilà, un peu plus donc fantasy. Et le jeu permettra aussi, selon les scénarios, de varier à ce niveau. Donc c'est un peu à l'image un peu du dôme, voilà, qui est composé donc de panneaux de verre et un petit côté kaléidoscope que j'aime beaucoup et, et qu'on retrouvera également dans le jeu, voilà, mais vraiment en essayant évidemment de garder une cohérence globale, hein, bien sûr, hein, c'est pas juste un fourre-tout. Et voilà, bon, j'ai déjà fait très long, mais c'est vrai que parmi tous les univers que j'ai eu la chance de créer en tant qu'auteur, c'est peut-être celui qui me tient le plus à cœur. Donc, bon, j'essaye de le faire ressentir aussi, parce que si on veut convaincre les gens, c'est aussi en montrant qu'on est passionné par ce qu'on fait. Sinon, Eh ben, tu es passionné, parce que je savais même pas comment t'interrompre. Non, mais c'est, non, on sent la passion. Et ça, c'est important parce que, en fait, finalement, quand tu écris, hein, moi, je suis pas écrivain, tu sens si derrière l'univers plaît à celui qui écrit ou pas, ça, et comment c'est fouillé, comment s'il y a du sens. Il y a une question d'Elwin sur le chat qui était: est-ce que ça rentre en résonance par rapport à ce que la Russie actuelle, l'hégémonie russe qu'on peut avoir, ou les tentatives, quelque part, j'imagine que c'était peut-être pas voulu et aucun lien avec l'actualité de ce qu'il pouvait avoir, mais ça rentre en résonance. Et puis il y a aussi les sujets de l'IA, parler des automates, un petit côté Blade Runner, même si c'est pas la même ambiance quand même, j'ai l'impression. Exactement, oui, mais oui, peut-être. Peut-être. Il y a des néons, hein, il y a des néons, Il y a puisque des les néons, néons existaient dans les années 20, donc là-dessus, on peut trouver des néons à Sélestopol, donc il y a un côté Blade Runner, mais c'est amusant parce qu'effectivement, enfin amusant non, malheureusement c'est tristement pas amusant, mais par rapport à la première remarque, en fait, à la base, c'était pas forcément conscient, ce rapport notamment de rivalité entre la cité et la Russie, mais c'est vrai que en fait, justement, ça m'a touché particulièrement au moment de l'invasion de l'Ukraine là, en 2022, parce que et du coup j'avais même écrit une nouvelle en fait qui n'est pas dans le recueil, mais que j'avais mise en vente au bénéfice de la Croix-Rouge, où là les liens étaient encore plus évidents justement entre l'actualité et l'univers de Sélestopol. Mais à la base, c'était pas forcément effectivement voulu, parce qu'à la base, moi, je suis fan. Je suis un grand amateur par exemple, de littérature russe, mais pas vraiment de Vladimir Poutine, quoi. Donc, pour rassurer les gens, c'est plus le volet, on va dire, romanesque de l'âme russe qui m'intéresse que guerrière. Eh ben, merci. J'ai d'autres questions, mais avant, Julia, si tu veux bien aussi donner ta vision du jeu. Alors oui, bien sûr. Alors moi, du coup, je viens un peu entre guillemets en renfort. Hein. J'avais découvert moi, le hasard a bien fait les choses, puisque j'avais lu le premier recueil d'Emmanuel en 2018-19, un truc comme ça, quand il est sorti chez Libretto, et j'avais vraiment adoré. J'avais trouvé ça super. Et quelques années plus tard, alors que Emmanuel avait sorti Sélestopol 1922, c'est là qu'Entremonde a décidé de l'adapter en JDR. Et moi, j'étais sur le point de lire justement ce nouveau recueil que j'avais commandé très très vite une fois que j'ai su qu'il allait sortir. Et du coup, voilà, tout s'est très bien enchaîné. La lecture des recueils, l'entrée dans le projet du JDR. Donc voilà, moi, je suis ravi de pouvoir apporter ma petite pierre modeste à l'ensemble. C'est très appréciable de pouvoir travailler avec Emmanuel, être à la fois à la source de l'inspiration, de la création de l'univers. Du coup, moi, en tant que fan, je prends beaucoup de plaisir. Et en plus, voilà, j'ai la possibilité d'apporter mon petit grain de sel pour essayer de participer en tout cas à l'adaptation en JDR. Donc moi je suis plus en charge de créer l'interface de jeu, donc le système Anomalie, voilà,
je suis plus en charge de ça. Et comment dire, la conception globale du livre de base, plus voilà la mise en relation entre le système et le tarot et le dé de la lune dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, et l'écriture de scénario aussi, où j'ai comment dire, comme j'ai un peu plus d'expérience dans ce domaine-là qu'Emmanuel, du coup voilà, je prends en charge cette partie-là. Mais ce qui est vraiment très appréciable, c'est de pouvoir dire voilà, j'ai eu telle idée, et grâce à Emmanuel, je sais que soit je suis dans le cadre et c'est bien, soit je suis pas tout à fait dans le cadre et du coup il peut me guider pour me dire attention, là c'est peut-être un peu hors sujet, etc. Donc c'est à la fois confortable de savoir guider par l'auteur principal, et en même temps c'est très appréciable parce que du coup ça me permet d'apprendre plein de choses, et on travaille en bonne entente, c'est très agréable. Eh ben merci. Alors, ça me donne une image en tête, ça me donne l'image de la porte et la clé, et j'ai l'impression, je dirais que Emmanuel, tu es la porte, et Julien, tu es la clé qui ouvre cette porte vers l'univers qu'Emmanuel a créé. Ça me donne ça comme image. Voilà, je partage. C'est bien trouvé, c'est bien trouvé. Bien trouvé, ouais. Parce que on voit un jeu de rôle, et il y a un univers dedans. Mais finalement, le moyen d'ouvrir, quand on ouvre un livre de jeu de rôle, on regarde l'univers, mais comment on va interpréter un personnage, le système. Et en fait, on peut tuer un JDR sur un univers magnifique, mais si le système il est obscur, trop obscur, trop difficile, et ben en fait, on n'arrivera pas à rentrer dans l'univers. Donc voilà, Julien, la clé, Emmanuel la porte, mais sur ce, j'arrête l'analogie. Moi, j'avais une question, ça permet de rebondir sur, tu parlais tout à l'heure, Emmanuel, le recueil de nouvelles. Si finalement je vais être MJ demain à Célestopol, est-ce que je peux les utiliser pour faire des scénars? Et comment finalement je peux sauter du livre vers l'aspect ludique? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible, parce que par exemple pour le financement, là il y a un kit d'initiation, et le scénario qui est proposé dans le kit d'initiation, c'est une adaptation d'une des nouvelles en fait, directement faite par Julien. Donc on est pile poil dans le sujet de la question, quoi. En fait c'est ça qui est chouette, c'est parce que c'est pas la nouvelle telle quelle, bien sûr, et on est vraiment dans le concept pur d'adaptation, parce que là, je reviens un peu en arrière, mais comme tu disais, on en parlera aussi, je suppose, mais le système, c'est important qu'il s'accorde, je trouve, avec l'œuvre de base. Et tu disais qu'un système trop obscur peut tuer le jeu. Et en même temps, de mon point de vue, j'aurais pu trouver qu'un système qui colle pas à l'atmosphère des nouvelles m'aurait donné l'impression que c'était plus vraiment l'adaptation de mon univers, mais que c'était juste, ça reprenait le nom, etc. Alors que là, en fait, non, on a trouvé un bon compromis, je pense. Et oui, et du coup, alors je trouve qu'on peut effectivement, du coup, vraiment passer d'un support à l'autre, et à travers notamment ce scénario dans le kit d'initiation, ça permet vraiment de voir que une nouvelle. Alors peut-être que toutes sont pas transposables, hein, il y a certaines nouvelles qui sont plus intimistes, etc. Ou qui sont centrées vraiment sur, mettons, un personnage. Donc ça va être compliqué de faire jouer une table entière autour, à moins d'en faire une adaptation qui soit très très libre et qui du coup parte dans des directions finalement très très différentes de la matière d'origine. Mais non, je pense qu'effectivement on peut adapter en tout cas on peut créer des ponts entre les nouvelles et le jeu, clairement. Enfin, c'est mon sentiment, hein. C'était aussi un des objectifs. Et, Julien, donc tu as lu les ouvrages, les livres, et moi j'ai une question, parce que j'ai regardé la description, etc. L'univers me paraît finalement assez vaste, même s'il est centré, il est assez vaste en possibilités. On parlait de politique, on parlait de science. Je trouve quelque chose d'assez baroque, moi, comme ça, quand je vois. Et est-ce que, en tant que pour m'autoriser, ou en tout cas pour le passer en jeu de rôle, ça t'a paru
facile, ça t'a paru très vaste et donc tu as dû faire des choix. Comment tu as pu faire éclore finalement cet univers dans quelque chose qui est ludique en fait et digérable par un MJ standard comme moi par exemple? Je te rejoins tout à fait, hein. Moi, je me suis aussi posé cette question de comment, si voilà, moi je vais être meneur dans ce jeu. Comment je peux, quelles sont mes attentes en tant que meneur? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir jouer? Comment je pourrais jouer à Célestopol? Qu'est-ce que je voudrais pouvoir proposer à mes joueurs? Ça a fait partie des questions préalables au cheminement auquel a largement participé Simon, hein, notre éditeur. Simon et Colline sont nos éditeurs entre mondes. Voilà, donc Simon s'est plus penché sur ce volet-là de la question. Donc, en fait, nous, très vite avec Simon, ce qu'on s'est dit, c'était que pour coller à l'aspect un peu poétique, onirique des nouvelles, parce que nous, on a retenu entre autres choses, le côté aussi politique, l'aspect faction aussi qu'il peut y avoir entre les différents enjeux les enjeux de pouvoir, les luttes d'influence, etc., qui sont cristallisés un peu dans la ville de Sélestopol, hein. Comme disait Emmanuel tout à l'heure, les tensions sont palpables parfois. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait un système qui était à la fois léger, à la fois facile à prendre en main, un système qui fait la part belle à la narration. Voilà. Donc, l'idée, c'est, on a un petit peu croisé, on est parti sur nos inspirations principales, c'était Forge in the Dark, le système de Blade in the Dark et de Band of Blades aussi, entre autres, et puis le système de Ekrim V2, donc Engrenage, voilà, qui sont nos deux inspirations principales. Donc, à partir de là, et basé sur la proposition ludique qu'on a ciblée, notre axe d'entrée dans Célestopol, sorti de tout ça, eh bien, on a essayé de mettre en avant un système qui est simple, facile à prendre en main et qui permet à la fois d'émuler la complexité des interactions sociales et de la poésie de l'univers d'Emmanuel, tout en proposant une granularité qui permet à ce que chaque joueur puisse avoir un personnage un peu sur mesure, avec sa particularité, son originalité, et que les joueurs aient envie de se plonger à travers leur personnage dans Célestopol. Et donc pour le MJ, je comprends qu'il peut y avoir, on est sur des trames scénaristiques qui peuvent être assez différentes. Pour un PJ, enfin un joueur, ou une joueuse, pardon, finalement ils vont jouer quoi? J'arrive à la table et on va me proposer quoi comme type de personnage? Est-ce que c'est très large? Est-ce que c'est plutôt une faction? Et quelle est la proposition? Ah bah, tu veux que je réponde, Emmanuel? Oui, vas-y. Ouais. Alors en fait, on peut pour un titre d'exemple dans le kit d'initiation, parmi les pré-tirés, il y a un automate chroniqueur. Voilà, on va pouvoir jouer des automates. Il y a un artiste maudit, il y a une soldate vétéran, il y a un ancien malfrat, on va dire, pour le dire simplement. C'est l'escroc, c'est ça, hein? Ça, l'escroc. Ouais, il y a aussi une technicienne qui s'y connaît en merveilleux technologique, voilà. Donc il y a toutes sortes de profils. En fait, Célestopol, c'est une ville d'origine qui a une forte teinte slave, mais c'est une ville aussi qui est extrêmement cosmopolite. Donc en fait, on peut trouver toutes sortes de profils, toutes sortes de trajectoires de vie aussi, hein, des trajectoires brisées, d'autres sublimes, voilà. Donc
les joueurs vont pouvoir s'approprier comme ça leur personnage en prenant en compte plein d'origines, plein de variables possibles. Et pour ce qui est des factions, eh bien, en fait, il y a principalement 2 possibilités. Il existe 8 factions dans Célestopol. Soit les joueurs décident de créer leur propre faction. Ça peut se faire aussi en cours de jeu, hein. Soit ils créent leur propre faction, et dans ce cas-là, ils vont devoir, ils rentrent de plein pied dans l'échiquier qui est celui de Célestopol. Soit ils peuvent, avec une marge de manœuvre parfois réduite, parfois complexe, avoir chacun leur filiation à telle ou telle faction, mais œuvrer de concert, de manière plus ou moins occulte, clandestine, secrète, pour la ville. Parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que la proposition ludique, c'est que les joueurs sont unis par un lien surnaturel qui a trait au Sélénium, dont on a parlé tout à l'heure. Et ils sont en vrai, ce sont les protecteurs de la ville. Voilà, la proposition le postulat de base, c'est les joueurs sont là pour protéger la ville, la protéger de l'extérieur, des influences extérieures, des velléités extérieures, mais aussi des volontés parfois dévastatrices, des fois corruptrices, qui peuvent exister au sein de la cité. Donc voilà. Et de la même manière, on retrouve aussi les problématiques liées aux minorités, notamment celle des automates, voilà, qui peut être un enjeu majeur dans les scénarios qu'on va pouvoir jouer dans Célestopol. Ok. Donc, dans le kit d'introduction, la proposition, c'est un groupe de mercenaires, si j'ai bien lu, travaillant pour le duc, c'est ça? Non, ils travaillent pour un indépendant. En fait, ils constituent. Je voulais une prise en main facile pour le scénario du kit. Donc, j'ai créé une petite agence de détectives privés, si tu veux. Et du coup, voilà, les joueurs font partie de cette agence-là. Ok. De fait, s'ils choisissent de continuer dans cette voie-là, ça constitue une faction à part entière qu'il va falloir intégrer au reste de la ville. Mais voilà, c'était histoire de rentrer dans le scénario rapidement. Voilà. D'accord. Et donc, on va jouer. Alors, tu vas utiliser des termes de protecteur, de lié par Sélénium. Est-ce qu'on va. C'est plutôt des personnages qui vont se présenter comme ça qui auraient une tendance protectrice plutôt bonne. Alors, je vais les casser dans bon. Excusez-moi, il y a les bons et les méchants, puis il y a ceux qui sont au milieu, mais j'imagine que dans les factions, en fait, cette notion du bien et du mal, est-ce que c'est un jeu très manichéen finalement, ou c'est un jeu où on est souvent dans la zone grise? Je te laisserai pas, si tu veux. Bah, je pense qu'on est quand même, on sera amené en tout cas, et souvent assez souvent pour moi dans la zone grise, hein, je pense, parce que forcément, comme dans toute histoire, hein, ce qui peut sembler représenter le bien pour tel groupe de joueurs, hein, ne sera pas forcément ce que telle faction qui va croiser leur chemin ne sera pas forcément la même définition du bien pour les 2 camps, ou pour les 3 camps, 4 camps, 5 camps. Enfin, donc chacun a sa propre définition, ses propres intérêts, et à travers même à travers l'idée de la protection de la ville, hein, parce que tout simplement, tout le monde n'a pas forcément la même idée de ce que veut dire protéger la ville, ou de qui sont les ennemis de la ville. Donc à partir de là, oui, enfin, je pense que là-dessus, j'espère que Julien ne me contredira pas, mais je pense qu'on est plus effectivement un peu dans le niveau de gris, quoi. Ouais, bah, d'autant plus que c'est ce qu'on trouve beaucoup dans les nouvelles, en fait. Dans les nouvelles, il n'y a pas de
Il n'y a pas de posture de lui c'est le méchant, lui c'est le gentil, et puis on va adhérer à son propos à lui, mais contre celui-là. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Après, il y a quelques belles ordures aussi, hein, mais bon, ça, je pense qu'on peut les incorporer aussi dans le jeu très facilement. Bien sûr, mais ça fait tout le sucre du truc. Mais parlons, si on prend l'exemple du duc Nicolas, par exemple. Oui. Voilà, il attire autant l'admiration, la ferveur, que l'indignation, que voilà. Donc, moi, j'aimerais que dans l'absolu, toutes les factions soient un peu comme ça, que les joueurs se disent bon bah là, on va frayer avec cette faction-là. On va peut-être renier sur tel ou tel idéal, on va peut-être renier sur notre moralité sur ce point-là, mais ça nous permettra d'accéder à tel objectif. Et ce faisant, bah, tu t'aliènes, si tu t'allies avec la faction A, tu vas t'aligner la faction B parce qu'ils sont eux, clairement antagonistes, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir un petit peu que les joueurs essaient de naviguer en eau trouble, et voilà. Mais par contre, il y aura des moments où il faudra peut-être faire des sacrifices, il faudra faire des choix difficiles. Et donc, dans ces moments-là, qui peut dire ce qui a été fait était bien ou mal, et au regard de quels critères, en fait. Donc, ce sera aux joueurs de prendre leurs décisions et de les assumer derrière. Ok. Et alors, du coup, je rentre dans cette brèche-là. Est-ce que c'est un jeu à secret? C'est-à-dire, finalement, est-ce que le MJ va avoir des grands secrets au début et finalement, un des intérêts du jeu peut être révélé ou que les joueurs découvrent au fur et à mesure des secrets? Ou est-ce que c'est plutôt un jeu où finalement c'est un jeu plus politique ou d'action ou d'autres? Mais voilà, je voudrais voir, il faut pas les dire s'il y a des secrets, hein, bien sûr, mais est-ce que vous considérez avoir mis des secrets dedans et ça peut en faire un jeu dont un des objectifs va être la découverte, la révélation de ces secrets? Oui, enfin, pour moi, la ville contient clairement son lot de secrets et je pense que c'est aussi un terreau à exploiter pour les MJ et pour les joueurs et que clairement on peut axer certaines choses là-dessus, hein, parce que ne serait-ce que le volet, comme je disais tout à l'heure, un peu plus mystique ou magique, voilà, appelons-le comme on veut, bah, tout de suite, ça peut être vu comme quelque chose pour initier, mettons. Donc à travers ça, pour moi, oui, on peut considérer enfin, notamment à travers ça, on peut considérer que c'est aussi un univers et par ricochet un jeu doté de secrets. Mais bon, Julien, peut-être. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord, ouais, complètement. Je ne sais pas si on peut qualifier Célestopol de jeu à secret, comme pourrait l'être Knight, par exemple, si je fais un parallèle avec Knight, voilà, où toute la cosmologie est basée sur des secrets très importants qui sont vraiment fondateurs et qui vont créer des révélations selon ce que le meneur et sa table peut explorer comme sujet, comme thème. Mais il est certain que Célestopol elle ne peut pas s'être bâtie dans la manière dont elle s'est bâtie avec sans avoir quelques, comment est-ce qu'on dit, des squelettes dans le placard ou des comment ça. Ouais, c'est pas forcément c'est pas forcément la bonne analogie, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a des choses à découvrir, il y a des révélations, mais l'essentiel du jeu va être vraiment autour du lien des PJ avec la ville, entre eux et leur manière de se positionner par rapport à l'équilibre global des forces qui sont là. Voilà. Ça va être une grosse partie des scénarios, avec un axe transversal qui est celui du surnaturel qu'on a quand même choisi comme notre axe d'approche principale. C'est très clair, et donc moi je vais être joueur, je me dis tiens, je vais pouvoir jouer, il peut y avoir l'enquête, il peut y avoir l'action,
des discussions hyper roleplay avec des PNJ un peu intéressants. Peut-être même on va faire des groupes et on va un peu parler politique, comment je me positionne dans mon groupe. Et ça me permet d'arriver sur le système de jeu en abordant les personnages. C'est-à-dire, je vais jouer finalement un personnage lambda qui a très peu de compétences et qui va devoir évoluer. Est-ce que je vais jouer un héros ? Dès le début, je suis un héros et je suis un protecteur de la cité. Et finalement, ça me permet de poser la question, quel type de PJ, enfin de personnage joueur, je vais pouvoir jouer en termes de, on va l'appeler puissance, j'aime pas trop ce terme puissance, mais ou de position sociale ou de puissance. Et puis finalement, comment c'est motorisé pour représenter la simulation de ce personnage. Alors, l'idée, c'est d'avoir un personnage qui marque l'histoire. Voilà. On va pas tellement parler en termes d'héroïsme. On va pas jouer des héros, mais on va jouer des protagonistes. Voilà. On va jouer des personnages qui sont au premier plan de l'histoire et qui sont là pour influer sur l'histoire, dans un sens ou dans un autre. Donc, en ce sens, je dirais que à la création, les personnages ne sortent pas définitivement du lot, voilà. Mais ils ont quand même quelque chose que les autres n'ont pas, ou que la majorité des autres n'a pas. C'est ce qu'on appelle les anomalies. Les anomalies, voilà. Donc c'est pour ainsi dire des sortes de facultés un peu surnaturelles qui font que les joueurs sortent pour le coup du lot avec quelque chose qui n'est pas forcément ni inscrit sur leur visage, ni inscrit sur leur CV, etc. C'est quelque chose qui est assez occulte, mais qui va faire la différence au cours des différentes histoires qu'ils vont vivre. Enquête, exploration, intrigue politique, etc., etc. Donc, pour répondre, en fait, les personnages ne sont pas des héros, mais ils ont, par leurs acquaintances, par leurs relations, par leurs objectifs définis en commun, un levier à jouer sur la ville. Et pour ça, ils ont quand même des moyens qui seront émulés par différentes choses. Donc, les anomalies, comme je disais, le dé de la lune, qui va venir influer sur la narration, le jeu de tarot aussi, qui va aussi apporter du jeu. Bref, il y a pas mal de choses. La jauge de destin, la jauge de spleen, voilà, qui est une sorte de menace un petit peu qui plane sur les PJ, qui peut les amener justement à sortir du premier plan de l'histoire pour s'effacer un peu. Ça, c'est la grande menace qui pèse sur les PJ. C'est pas tant la mort, parce qu'on n'est pas sur un système hyper simulationniste avec des points de vie et puis ce genre de choses. Il y a des niveaux de blessures, on peut décéder, bien sûr. C'est pas Sélestopol, c'est pas les bisounours. Il y a une forme de j'allais dire de cruauté, mais non d'âpreté en fait, qu'on retrouve dans les nouvelles aussi, où la vie est parfois difficile, on se la prend en pleine figure. Donc les PJ, ça pourra leur arriver aussi, mais c'est pas ce qui leur pend au nez en premier. La vraie inquiétude que devraient avoir les PJ, c'est de disparaître et de passer au second plan, voire de carrément disparaître de la trame de l'histoire. Voilà. D'accord, c'est une mise au banc de la société qui est finalement le pire que la mort. Exactement. Une mise au banc, c'est une bonne expression, une mise au banc du récit, en fait. Ouais. C'est carrément ça. Tu t'es effacé du récit. Voilà, ça, c'est la vraie épée de Damoclès. Eh ben, très bien. Alors, pour peut-être juste 3 minutes sur le système proprement dit. Donc, mon personnage, il va être représenté par... Alors, moi, j'ai regardé sur le kit d'introduction. Il y a l'âme, le corps, le cœur, l'esprit, avec des plus, des moins. En 3 mots, comment tu... Peut-être que je me tourne vers Julien, mais Emmanuel, n'hésite pas. Julien expliquera mieux que moi. Comment, en fait, je vais réussir à faire quelque chose parce que j'ai envie de le faire.
Alors, le principe de base du système Anomaly, c'est 2d8. Je lance 2d8 et je dois faire, j'ajoute la spécialisation que le maître de jeu indique ou que le joueur peut induire en discutant un peu. Et donc voilà, donc ça fait 2d8 plus la spécialisation et je dois faire 13 plus. Si je fais 13 plus, j'ai réussi. Si je fais moins, ben j'ai pas forcément raté. D'ailleurs, il va y avoir un délai avant de réussir, ou il va y avoir où la cible a tout à fait atteinte, ou l'objectif a tout à fait rempli. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc il y a un échec. Il peut y avoir un échec clair ou comment dire une réussite différée, on va dire. Et il y a le dé de la lune qui peut, en fonction de la situation, si la situation est critique, si la situation est tendue, s'il y a un enjeu particulier, le maître de jeu peut demander à utiliser le dé de la lune, ou le joueur peut décider, lui, de son propre chef, de le faire, avec des réussites. Enfin, c'est ce qui va émuler des réussites critiques ou échecs critiques, en fait, voilà, pour simplifier. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le système Anomaly est un système asymétrique. C'est un choix que j'ai fait à la base pour, en fait, simplement en ayant l'idée que ça permettait du coup au maître de jeu de ne pas lancer les dés, de se concentrer principalement sur la narration, l'interprétation, l'organisation, etc. Et les premiers retours qu'on a eu des playtesters dans les différents salons qui ont eu lieu il y a pas longtemps étaient plutôt positifs dans cette optique-là. Voilà. Donc 2d8 plus en gros la compétence et potentiellement le dé de la nuit en plus. Et donc, c'est plutôt un système oui et, c'est-à-dire il peut y avoir quelque chose et globalement, le MJ va suivre ces indications sans lui, la chance finalement vient et pas dans la main du MJ. C'est bien le PJ qui est maître de cette chance. Et ça, c'est assez intéressant parce que moi, je trouve, mon avis, c'est que ça accélère les parties. Hein. Et puis finalement, on va se concentrer sur l'effet et pas sur l'échec. Le fameux, ça fait 3 fois que je réussis pas mon test de TOC, trouve objet caché. Et en fait, c'est dommage parce qu'en fait, il fallait trouver ça. Et donc, voilà. Sur ce point-là, si je peux me permettre, c'est juste un petit point. Je parle beaucoup, je suis désolé, mais sur ce point-là, parce que il y a une claire, grande à affirmer orientation de scénario à enquête dans Célestopol. En fait, dans Célestopol, il y a pas de compétence. Alors, il y a la compétence appréciation qui permet d'observer, etc. Mais pour tout ce qui est des indices, il n'y a pas de jet de dés. Un joueur qui décide de fouiller un endroit ou de se renseigner sur tel phénomène, ou un joueur qui dit bah tiens, moi je fais une enquête de quartier pour recueillir des témoignages, il suffit de le dire et l'indice est automatiquement trouvé. En fait, on ne va pas perdre de temps ou le risque d'avoir une partie complètement capotée parce que c'est trop dommage, il fallait faire 12 pour trouver l'indice déterminant qui était derrière le tableau machin. Bah, t'as fait 11, t'as pas l'indice. Bon, ben merci les gars, c'était sympa d'être venus, vous pouvez rentrer chez vous. Ça, c'est pas possible du tout. Donc dans Célestopol, il n'y a pas de question de perception, de jet de TOC, etc. Les joueurs disent on fouille à tel endroit, je m'arrête sur la description. T'as parlé d'un bureau, moi je vais fouiller le secrétaire. Écoute, voilà, très bien, mais tu prends le temps de fouiller, tu trouves un double fond, machin, et là t'as le document qui arrive, etc., etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose que moi je tenais absolument à baliser. Il y a s'il y a un indice et que les gens le cherchent, ils le trouvent. Voilà. Ok, et c'est clair parce que ça caractérise un système, hein, ce genre de choses. Et il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins, mais globalement, on va dire que c'est un peu la vision moderne. On a des Cthulhuacs qui dans ce sens-là, mais là où il y a un système de ressources derrière, c'est-à-dire qu'on trouve jusqu'à ce moment où on soit trop fatigué, on n'arrive plus à trouver, ou on n'arrive plus à parler. Mais il y a aussi les PBTA. Alors, je suis pas un gros adepte de PBTA. Les gens sur la chaîne savent que je suis pas un gros adepte, donc je vais pas faire de pub. Et c'était ma deuxième question. C'est une question sur le système, et je l'ai bien vu. En fait,
on reste quand même sur un système où ma compréhension, hein, le PJ, l'histoire va être narrée par un MJ qui va définir un scénario, et le PJ il peut pas dire ah oui mais moi derrière en fait je connais cette dame parce qu'en fait on était à l'école ensemble et elle me connaît hyper bien, donc en fait elle va me dire tout ce qu'elle sait. Excusez-moi, je suis pas anti-PP, j'arrive même pas à le dire, un PBTA. Et de l'agisme, monsieur, de l'agisme. Voilà. Et ce qui est un autre type d'univers. Et c'est respectable. J'ai joué à plein de PBTA et c'était cool. Donc là, on est sur un système. Oui. Non, c'est quoi exactement le. Alors, Power by the Apocalypse. Voilà. C'est un système Powered by the Apocalypse où, en fait, c'est plutôt de la co-narration, la narration partagée. Ça dépend des systèmes. Okay. En plus, il y a plein de types de PBTA, il y a plein de types de systèmes différents. Mais la base, c'est qu'on va se partager la narration, et donc les joueurs sont des narrateurs au même titre que peut être la maîtresse de cérémonie, qui est le titre un peu dévolu. Et donc, l'histoire est transformée en permanence par les joueurs qui vont insuffler leur imagination. Et donc, ça se prête bien à certains jeux, peut-être d'autres à moins. Particulièrement, peut-être les jeux à secret, où il y a des secrets fixes, on peut pas tout transformer. Voilà, mais c'est assez intéressant. Mais voilà, pour le viewer et la vieweuse, on est sur un jeu où le MJ, vous l'appelez MJ, peut-être que c'est peut-être pas le bon terme. Le narrateur. Voilà, et finalement le narrateur principal. Et les joueurs vont. Malgré le fait qu'il y a quand même des petites entrées PBTA quand même. J'ai pas développé le tarot et les différentes ressources en fait que les joueurs peuvent choisir d'utiliser ou pas pour justement un petit peu hacker la narration quand même. Il y a des petites entrées comme ça ouvertes pour les joueurs à certains moments, mais là pour le coup ça se base complètement sur des ressources, hein, que ce soit les anomalies. Les anomalies peuvent faire ce genre de choses. Il y a le tarot qui peut entrer en ligne de compte. Et puis, je parlais de la jeu de destin. Ça permet ce genre de choses, notamment. Un peu à la marge, mais ça existe. Mais d'intervenir sur l'histoire. Et moi, pour le coup, je trouve ça bien. Parce qu'on peut rajouter une petite touche, mais pas tout le temps. Et du coup, dans des cas particuliers. Je trouve ça bien aussi. Alors, mon avis comme ça, je devrais pas, mais bon. Sur le réussite critique et les échecs critiques. Parce que je trouve que ce qui est intéressant, les deux sont intéressants. C'est-à-dire que la réussite est intéressante, ça fait plaisir aux joueurs ou à la joueuse. L'échec, ça fait plaisir aussi parce qu'en fait, l'échec critique, il va amener une conséquence intéressante narrativement. Et donc, avoir un système qui le permet, je ne sais pas si statistiquement ça arrive souvent, l'échec ou la réussite critique. C'est plutôt un jeu où c'est souvent, où c'est mesuré. En fait, c'est à proportion égale. Voilà, donc c'est pour ça que le dé de la lune, c'est le dé de la lune qui apporte cette dimension-là. Le dé de la lune, on ne le lance pas systématiquement. C'est vraiment dans des cas particuliers. Et du coup, ouais, il y a un côté pile ou face, vraiment. Donc quand on choisit de lancer le dé de la lune, c'est pas un choix anodin. Voilà. Sur le système, on va pas aller dans tous les détails et voilà comment on fait les GD, mais je trouve que c'est intéressant. Je vais poser une dernière question et après j'aurai une question plus sur les sources d'inspiration de l'univers. Ma dernière question, c'est pourquoi, alors c'est peut-être un choix, je me tourne vers Julien, pourquoi ne pas avoir pris un système déjà sur le marché, du type peut-être PBTA, c'est pas le cas, ou peut-être un Swade, donc Savage Worlds, ou un basique système du D100. Quel a été le moteur de faire un système qui est finalement homemade et pour ce jeu-là? Alors à la base, c'est une volonté d'Entremonde d'avoir que des systèmes originaux pour les univers qu'ils éditent. Voilà, donc ça c'était un prérequis important. Et en fait, comme disait Emmanuel un peu plus tôt, c'était important pour nous d'avoir quand même un système, un moteur qui colle aux spécificités au maximum, en tout cas, de Célestopol, qui est quand même un univers qui est très original. Et donc, c'était plus adapté d'avoir un système un peu
fait sur mesure, quoi. Voilà, c'était un peu la volonté, c'est d'avoir quelque chose de fait sur mesure, et en plus, c'est la marque de fabrique dans notre monde, donc voilà, tout le monde était content. Et bah, c'est clair, parce que donc on peut toujours l'utiliser avec des D5, mais c'est mieux avec le système que vous avez conçu. Non, je rigole, mais c'est vrai que avoir un système particulier, ça demande toujours un petit apprentissage du MG Bien sûr. et des joueurs. Donc ça prend ces fameuses courbes, et que aujourd'hui beaucoup de publications utilisent soit le BRP, le Basic Role Playing Game, soit le DD5, parce qu'en fait le système existe et c'est plus simple de mettre juste de l'univers, en fait un contenu d'univers. Enfin, c'est pas plus simple. C'est un mode commercial et ça fonctionne bien. Qu'avoir son propre système, voilà. Mais le choix, moi, je le trouve pertinent, vu ce que vous avez décrit l'univers. Je vois pas comme ça de système. Alors, on pourrait toujours coller des systèmes et les adapter, qui viendraient, voilà, intuitivement, en quelques secondes, faire le boulot. Surtout que vous avez mis des dés, enfin, quand on parle du dé de lune, la jauge de destin, c'est propre à l'univers, quelque part. Et donc, ça simule. Alors, je reviens sur je laisse la partie un peu technique pour revenir sur les sources d'inspiration de l'univers. Parce que on en a un peu parlé au début, mais si, alors je vais vers Emmanuel cette fois-ci. Oui. C'est quoi finalement, c'est venu comment, et quels sont les livres, les œuvres, les musiques peut-être, que tu conseillerais pour accompagner la lecture du jeu de rôle? Et ça marche aussi peut-être pour Julien. Je sais pas si tu crées en musique, peut-être tu crées en musique, mais quelles sont les musiques que tu as pu écouter pour te mettre dans cet univers? Alors moi j'ai des sources d'inspiration assez variées. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un grand amateur de littérature russe classique, hein. À commencer par Dostoïevski, par exemple, les Nuits Blanches, qui est pas son texte le plus connu, mais qui est quand même une nouvelle qui ouvre d'ailleurs le premier Sélestopol. Je crois que je l'avais mis en citation, et voilà, je veux pas faire peur aux gens, dans un sens, c'est pas leur dire que le jeu est littéraire au sens où on va s'ennuyer, pas du tout, surtout qu'on s'ennuie pas avec Dostoïevski, hein, carrément pas. Mais en fait, c'est un peu... oui, j'ai des références très variées, en fait. Une d'entre elles, c'était aussi BioShock en jeu vidéo, hein, clairement. Donc parce que le jeu se déroule dans les années 20, mais comme je disais, comme on est dans un contexte uchronique, c'est sûr que à minima, on peut comparer ça aux années 50 de BioShock, hein, je pense. Et puis, comme je disais, il y a des néons, hein, donc voilà, ça colle aussi comme dans Blade Runner. Donc, je passe un peu. Évidemment, Jules Verne était aussi une de mes inspirations. Voilà, parce que c'est une de mes premières lectures qui mêlait justement à la fois la dimension un peu imaginaire et scientifique, qui est quelque chose qui me tient à cœur. Tout ce qui est même si Sélestopol, c'est pas à proprement parler un univers de merveilleux scientifiques, c'est une notion qui m'intéresse aussi beaucoup. Enfin, les sciences en général m'intéressent beaucoup. Après, en tant que toujours au niveau littérature, moi j'aime beaucoup aussi tout ce qui est les villes en général, en imaginaire, en littérature. C'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, parce que pour moi c'est un peu des êtres, des écosystèmes, des êtres vivants, des personnages du coup à part entière. Enfin, dans les nouvelles comme dans le jeu, Sélestopol est un personnage finalement, elle aussi. Et du coup, j'avais beaucoup, moi, un de mes livres que j'aime beaucoup dans ce registre, c'est notamment les deux Perdido Street Station de Chana Miéville, par exemple, qui sont avec aussi une cité qui m'avait vraiment beaucoup marqué à la lecture, dans un contexte un peu similaire, hein, parce qu'après, évidemment, en fantasy pure, en fantasy, on va dire, médiéval fantastique, évidemment qu'il y a plein de cités, donc on a tous en tête, hein, passant du Seigneur des Anneaux à Elric, etc. Mais forcément, là, on est
on n'est pas dans du médiéval, donc voilà. Niveau musique, ouais, j'écris aussi beaucoup en musique. Après, tout ce que j'écoute, j'écoute beaucoup de BO de films, donc, mais les films eux-mêmes n'ont pas forcément de lien avec l'univers. Alors, un des groupes que j'avais beaucoup écouté pour 1922, notamment, c'était le dernier album, moi, je crois, de Nine Inch Nails, donc qui était dans un registre plus. Je crois que Julien a disparu. Ouais, je suis toujours là, c'est toi qui as disparu. C'est moi qui disparu. Je vous vois tous les deux, moi. Alors, bon, tout va bien là. Un peu atmosphérique, enfin voilà, dans leur dernier album qui était plus atmosphérique, on va dire. Voilà, mais j'ai des références assez variées, même en jeu vidéo. Hein, je pensais notamment, moi je suis un enfant des années 90, donc moi mon Final Fantasy préféré par exemple c'est le 6, c'est pas le 7. On ouvre une porte là, attention. Oui, non mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent un peu Final Fantasy VI, le duc dans Sélestopol, il peut rappeler un peu Kefka, hein, qui est pour le coup le grand méchant de l'histoire. Oh, spoiler. Mais voilà. Et puis aussi, Final Fantasy VI, bon, un peu comme beaucoup de Final Fantasy, c'est un univers qui mêle justement magie et technologie. Donc, c'est quelque chose aussi qui imprègne ce que j'écris. Mais voilà, j'ai des références très très variées. En fait, ça peut être aussi bien de la littérature classique que du jeu vidéo ou que des romans plus contemporains. Donc, voilà, c'est vraiment, comme je disais, c'est un kaléidoscope et j'ai essayé d'en faire quelque chose qui est lui aussi son caractère unique. Parce que bon, voilà, là, je pense que la somme de toutes les références est plus grande que, en fait, que l'accumulation. C'est un peu tordu, mais voilà, en fait, je m'appuie sur pas mal de trucs, donc et puis on est toujours, voilà, même qu'on le veuille ou non, je pense que si on est quand même marqué aussi de façon générale par son parcours mais que ce soit justement de lecteur, d'auditeur, etc., etc., et même de façon parfois inconsciente. Donc il y a sûrement des choses que j'oublie et qui me paraîtraient évidentes à tête reposée. Mais voilà, enfin c'est quelques références que je pouvais citer pêle-mêle. Mais c'est intéressant parce que pour rentrer dans l'univers, c'est bien aussi de voir comment, des références et puis parfois aller lire un livre qui peut rappeler, ça peut permettre de mieux comprendre l'univers. Oui, juste si je peux oublier, ne pas oublier justement. Alors pareil, c'est pas un livre qui s'est beaucoup vendu, mais son auteur est pourtant assez connu, mais pas pour moins pour celui-ci. Je pensais à la Cité des Saints et des Fous de Jeff Vandermeer, qui est plus connu pour Annihilation, tout ça qui avait été adapté sur Netflix notamment, et d'autres bouquins, mais celui-là, la Cité des Saints et des Fous, c'est pareil, qui est centré sur la cité en elle-même. M'avait beaucoup marqué à la lecture. Il avait été réédité il y a 2 ans, je crois, au Diable Vauvert. Donc voilà, ça fait partie des cités qui ont contribué à faire maturer ma réflexion et qui ont donné naissance à Sélestopol finalement. Eh bien, merci. Avant peut-être de passer la parole à Julien sur ses références. Alors sur le chat, il y a Elwin qui nous dit, lui, ça lui fait peut-être Castle Falkenstein. Je sais pas si ça vous dit, Julien, Emmanuel, quelque chose, c'est un JDR. Je crois qu'il a été réédité il y a pas longtemps, mais qui est aussi un peu... Oui, il est chez les... Coralie, comment c'est Coralie David et Jérôme Brandlaré. Oui. Bon, les lapins marteaux. Les lapins marteaux, bien exactement. Moi je connais 2 noms, mais c'est pas du tout une référence. Enfin, parce que je connais pas, quoi, en fait. Ouais. Les gens font le lien entre Sélestopol. J'étais en train d'écouter le vieux geek qui a fait un truc sur Sélestopol, justement, et il dit si vous aimez Château Falkenstein, vous aimez Sélestopol. Voilà, les releases font des liens de ce côté-là. Ouais. Il y a Space 1889. Alors là, Elwin Arc, moi j'étais pas né en 1889, donc ça me dit rien.
Moi non plus. J'en ai entendu parler. Là, ouais, on est trop jeune. Eh oui, désolé, non plus. on est trop jeune, on est trop jeune. Donc Julien, est-ce que toi, tu conseillerais quelques références musicales, littéraires, BD même, peut-être? Alors, moi, je pense au JDR Exil, que je connais pas si bien que ça, mais voilà, qui a pour cadre une cité, alors là, pour le coup, une cité verticale, tentaculaire, labyrinthique, etc. Je trouve qu'il y a des choses, il y a des choses à voir avec ça. Je pense évidemment à Abîme, la cité franche de l'Armand dans les royaumes crépusculaires. Voilà, en termes de, j'ai clairement en tête moi Ghost in the Shell pour tout ce qui est tout l'aspect que citait Emmanuel tout à l'heure, la dimension. À partir de quand est-ce qu'on considère qu'une intelligence artificielle représente une nouvelle forme de vie, etc., etc. Toutes ces problématiques-là, je rejoins totalement. Et pour moi, je vois Ghost in the Shell clairement. Pour les références musicales, alors j'aime beaucoup écouter deux artistes quand je travaille sur Célestopol. C'est Agnès Sobel. Je sais pas si vous connaissez Agnès Sobel. Son dernier album Myopia notamment que j'écoute en boucle, qui est absolument génial. Agnès Sobel, artiste super. Je l'ai vu, elle est passée ici des congrès de Nantes justement l'année dernière. C'était un spectacle incroyable. Et Ryan X. Alors ça s'écrit R-Y et plus loin X. Rien à voir avec le cinéma pour adultes. C'est un chanteur, auteur, interprète, compositeur australien. Il porte souvent un chapeau, voilà, et qui a une voix incroyable. Donc c'est que des musiques très atmosphériques avec beaucoup de poésie. Moi, je trouve beaucoup d'envolées lyriques et des choses comme ça. Je trouve que ça colle bien. Voilà, moi, ça me met tout de suite, ça me plonge dans Célestopol. Voilà. Eh ben, c'est top. Alors vous les mettrez peut-être c'est peut-être dans le kit d'introduction d'ailleurs, vous les avez mis. Vous les mettrez peut-être non, je les ai pas mis. Dans le livre. Mais on mettra dans le livre de base. Ouais, mais parce que voilà, c'est cool d'avoir, ça permet de mettre une ambiance et de faire passer le message. Voilà sur le processus créatif. Alors j'ai pas du tout suivi ce que Monte Cristo avait fait comme schéma, donc désolé Monte Cristo. Alors je vais revenir sur ce qu'il avait fait parce que c'est bien. On va venir sur le processus de crowdfunding et puis de création de l'objet JDR. Donc à la fois sur quels sont finalement les ouvrages que vous allez mettre à disposition, sur quel format, est-ce qu'il y a plusieurs livres, est-ce que c'est un seul livre, et finalement quels sont aussi les objectifs, alors les paliers, les objectifs du crowdfunding. Non, vas-y, voir. Alors pour le contenu, ouais, pour le contenu, on a le livre de base qui va faire environ 300 pages. C'est un format A4, couverture dure. Donc voilà, dans ce livre de base, il va y avoir notamment la suite et la fin de la nouvelle inédite écrite par Emmanuel, qui paraît spécialement pour le jeu. L'oiseau de nuit. De la rue Kramskoy, mais voilà. Mais le début de la nouvelle est dans le kit. Pour les gens qui n'ont pas lu les recueils, peuvent voir un peu le style littéraire du truc, quoi, l'ambiance justement, pour la faire un peu coller déjà avec leur expérience de jeu. Et oui, le livre de base contiendra une nouvelle inédite que je suis en train de terminer, enfin que je suis en train d'écrire spécialement pour le jeu, du coup, voilà. Qui n'est pas un scénario, c'est vraiment une nouvelle, voilà. Puis vas-y, Julien, je te laisse continuer. Et donc voilà, après il y a toute la déclinaison qui va permettre de découvrir l'histoire de la ville, développer l'histoire, la géographie, comment on vit Célestopol, on répond à toutes les questions un petit peu, comment dire, j'allais dire terre à terre, mais c'est lune à lune, du coup je devrais dire, voilà,
j'entendais beaucoup de gens. Il y a un actual play qui est sorti il y a pas très longtemps sur Sélastopol. Les gens disaient, ouais, mais alors comment ils font pour respirer? Et puis l'eau, elle vient d'où? Et puis la gravité, comment ça se passe? Et puis est-ce que c'est facile d'aller? Voilà. Donc on va essayer de répondre à tous ces aspects-là. Il y aura bien sûr le système entièrement développé, le système anomalie entièrement développé, toutes les factions développées. Et 5 scénarios au total, 5 scénarios indépendants dans le livre de base. Voilà, tout ça, c'est le livre de base. À côté de ça, il y a le tarot, spécialement créé pour l'univers, pour le jeu, pardon. Le tarot, il y a maintenant alors ça dépend. Il y a différents types de pledge. Pour le pledge de base. Elenium, c'est pas pour celui de base, je crois. Oui, non. Pour celui de base, il y a le livre de base et l'écran. Et l'écran, voilà, c'est ça. Les livres de base et l'écran. Et pour les deux autres pledges, on a débloqué du coup la carte A2, format A2 de Olivier Sanfilippo, la carte de la ville, qui va mettre à jour avec des lieux supplémentaires qu'on va pouvoir ajouter. Donc la carte, le tarot, 5D de la lune, donc spécialement conçu pour le JDR. 3 scénarios supplémentaires donc, qui viennent s'ajouter dans le livre de base pour un total de 5, comme je disais. Et l'écran, évidemment, plus donc une mini-campagne que je suis en train d'écrire, qui s'appelle Les Braises de Prométhée, qui va faire l'objet d'un supplément, en fait. C'est un livre à part du livre de base. Voilà, c'est ça. Une centaine de pages, oui. Ok. Je crois que j'oublie rien. Et alors, moi, je vais faire... on peut. Il y a un pledge avec le livre, avec le recueil aussi pour ceux qui. Et il y a le recueil, voilà, c'est ça. Pardon. Pour ceux qui voudraient connaître en même temps l'expérience littéraire, ils peuvent acheter aussi directement le livre dans un des lots. C'est le pack Selenium, si je m'abuse. Donc en fait, il vous reste quelques heures, donc allez-y. Il y a plusieurs niveaux et je trouve que c'est bien équilibré. Je me permets aussi de donner mon avis. Merci. Voilà, je trouve que c'est bien équilibré parce que on peut commencer à un prix abordable avec l'écran du meneur, parce que il y a le livre de base et l'écran du meneur. Donc on peut jouer à sa table pour 69 €. Alors hors frais de port, si vous me dites qu'il n'y a pas d'erreur. Ensuite on a le pack de luxe. Alors comme son nom l'indique, on a le livre, l'écran, la campagne et tous les bonus, bien entendu, qui vont être débloqués au fur et à mesure. On va en parler parce qu'il y a des paliers et donc ça a débloqué des bonus. Je précise qu'il y a les PDF qui sont fournis avec, et ça aussi, merci, parce que pour ceux qui sont comme moi, on joue beaucoup en virtuel, c'est cool de pouvoir avoir en PDF. Et moi, je lis d'ailleurs sur la tablette. Donc, merci beaucoup. Parce que voilà, ça, je trouve que... Merci Entremonde. Merci Entremonde. Pour le coup, c'est leur... j'avais rien contre, mais c'est leur décision. Pour le coup. Tout à fait. Et voilà, mon avis, c'est que ça atteint un public. En tout cas, ça atteint un public. Le pack Selenium, donc avec les recueils de nouvelles Sélastopol 1922 en plus. Et donc... je vous donne les prix. Le pack de luxe, c'est 99 €. Et le pack Selenium, c'est 119 €. Il n'y a que 3 offres. Donc, voilà. Après, sauf si on veut bidouiller des options pour faire... Genre, je prends que le livre de base. C'est possible. Mais l'écran est tellement beau que ça serait dommage quand même. C'est clair. Mais voilà, moi, j'ai trouvé que c'était lisible. Quand j'ai regardé, on a 3 niveaux. Le premier est abordable. Il y a du matos pour jouer. Donc, n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent. C'est livré, si je comprends bien, mars 2025. Oui, voilà, printemps 2025, on va dire ça. Je pense que ça sera mars. On sera dans les temps. Voilà. Je pense qu'on sera dans les temps. Avec Entremonde, on a choisi volontairement une date assez éloigné entre guillemets pour justement être sûr de pas après de dire aux gens finalement on va avoir 9 mois de retard
Bon, non, on a préféré viser un peu plus loin que ce qu'on aurait sûrement pu faire, mais pour être sûr justement qu'en cas d'imprévu, on déborde pas et que les gens attendent pas au-delà du raisonnable ou pas, mais enfin en tout cas qu'ils attendent pas, qu'ils puissent disposer du jeu à la date annoncée, quoi. Donc, exactement. C'est la promesse qui est importante. Et c'est ça qu'on écoute. Oui. C'est-à-dire, si on dit c'est 1 an et demi parce que ça mérite 1 an et demi, c'est 1 an et demi. Là, c'est moins d'1 an, finalement. Hein, c'est 11 mois. Il y a en beaucoup avril, de choses mars. déjà Voilà. rédigées aussi, donc ça aide. Mais... Et puis, entre monde de livres, ils produisent. Donc, on sait qu'il y a les auteurs, il y a des gens qui travaillent dessus. Donc, on est sur, 11 mois, on va dire 1 an à peu près d'attente entre... Mais il y a un kit d'introduction, donc on peut déjà découvrir, même si on ne sait pas vraiment comment les gens respirent dans la cité. Mais sans... on le sait très vite. De toute façon, je peux, pour ceux que ça intéresse, même sans acheter le livre, parce que du coup, c'est pas pour faire la réclame que je dis ça. En fait, l'univers possède un wiki. Donc, vous pouvez taper wiki Célestopol et il y a déjà plein de références. En fait, je précise bien que dans le livre de base, je ne vais pas copier-coller ce que j'ai écrit pour le wiki. Hein. Ça va être quand même un peu plus évolué. Mais il y a un wiki dédié à Célestopol avec 400 pages et quelques, je crois. Donc, dont une page sur la gravité, dont une page sur l'oxygène, dont une page sur l'eau, qui est récupérée dans les glaces d'eau du pôle Nord lunaire. Voilà, je lâche l'info directement. Ouais, mais voilà. Donc il y a déjà de quoi faire, même en complément du kit. C'est vrai que j'espère que j'ai mis le wiki dans le chat. Je le mettrai aussi en commentaire de la vidéo parce que c'est important finalement d'avoir du fond pour faire jouer les parties. Je crois que l'actual play que tu as vu, Julien, c'est la rôlisterie. Je pense. C'est ça. Voilà, c'est Aurélien la rôlisterie, qu'on connaît bien, qu'on salue. Toujours des très bons actual play. Et donc, super. Je mettrai le lien aussi dans la vidéo parce que c'est toujours intéressant de voir comment c'est pas forcément votre univers exactement. C'est toujours ça, comment on le voit et chaque MJ met sa touche. Mais ça peut permettre de voir le système jouer. Et voilà, alors je reviens sur la partie plus pub de... sur les trois grands packs que vous pouvez prendre. Et puis, je voudrais qu'on s'attarde, si vous voulez bien, quelques instants sur les paliers. Parce que, déjà, félicitations, je trouve que la page, elle est claire. Il y a même un résumé en fonction de l'offre de ce qu'on aura. C'est-à-dire, il y a un tableau en fonction de l'offre. Il y a une petite bulle qui nous dit « j'ai ça, je l'ai pas », etc. Donc, en gros, une fois que vous avez pris le pack de luxe ou pack Selenium, la différence, c'est entre les deux, c'est juste entre guillemets, le recueil. Et autrement, tout ce qui est les paliers débloqués, c'est bien à partir du pack de luxe. Hein. Je précise, pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et donc, il y avait des paliers qui étaient de l'ordre de 2500 € à partir du seuil de 10 000 qui permettait... je parle au passé parce que ça a déjà été financé. Et avec des paliers, une nouvelle inédite, le tarot illustré disponible. Et dans l'offre de luxe et Selenium, un scénario supplémentaire, une carte grand format par Olivier, d'ailleurs, Sanfilippo, un autre scénario, les dés de la lune, et c'est ça. Si il reste, on va refaire le calcul, je ne sais pas si ça a changé depuis tout à l'heure, mais il reste 2000 €, un peu plus de 2000 € pour débloquer l'étui pour la gamme. Alors ça, j'adore. Ça serait sympa, j'avoue. C'est sympa. Honnêtement, on sait, si je peux dire deux mots, hein, je sais que c'est pas, à moi, comme je disais tout à l'heure, le jeu de rôle, c'est pas ma spécialité, c'est pas mon domaine. Je sais que il y a beaucoup de projets en financement. Comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de grands noms, notamment issus de rééditions. Moi, contrairement à un autre jeu, salut Romain, contrairement à un autre jeu d'Entremonde, donc les Chroniques de l'étrange de Romain Duissier, c'est vrai que moi, qui viens du jeu de rôle, moi je viens pas du tout du jeu de rôle, donc j'ai pas de réseau parmi les rôlistes. Donc évidemment, je compte sur une partie de mes lecteurs qui seraient intéressés, pas uniquement par la nouvelle inédite, mais peut-être par le côté un peu encyclopédie du livre de base, avec parce que bon, un joli livre avec plein d'illustrations, c'est quand même
plus sympa qu'un wiki sur l'écran. Voilà. Donc c'est vrai que je compte quand même un peu sur mon lectorat, mais voilà, on a conscience que c'est pas forcément le projet qui déjà de base n'était pas forcément le plus attendu non plus chez les rôlistes, parce que comme je disais, moi je suis pas très connu, et du coup comme c'est pas non plus une adaptation, je sais pas moi c'est pas les lames je suis pas Pierre Pével, donc c'est pas les lames du cardinal. Et voilà, il y aurait sûrement eu plus d'attentes si j'avais le même niveau de célébrité que quelqu'un comme Pierre. Voilà, donc déjà, je suis très content qu'on soit arrivé à plus de 300% sur un jeu comme ça qui offre une proposition, je trouve, assez originale et qui justement est pas basée sur une réédition. Et j'ai rien contre les rééditions, hein. S'il y a une réédition, c'est que le titre est devenu un classique, qu'il a un public, qu'il a marché. Donc j'espère qu'il y aura des rééditions de Célestopol, hein, pour tout dire. Voilà, ça voudra dire que ça a bien fonctionné. Mais voilà, je suis déjà très content qu'on soit à ce cap. C'est vrai qu'il reste une vingtaine d'heures. L'étui, ça serait vraiment super. Alors après, voilà, il y a des paliers beaucoup plus hauts. Bon, ça me paraît, comme je disais avant qu'on commence, à moins qu'on ait un mécène qui claque 10 000 euros à lui tout seul, on sait bien que les plus hauts paliers seront probablement pas atteints. Mais bon, l'étui, j'y crois encore. Je pense que c'est jouable. Donc voilà. Et donc, vu le nombre de contributeurs, hein, et on parle de MJ souvent, parce que c'est souvent les MJ. Donc, on va avoir, là, c'est 220, plus de 220. Donc, ça fait potentiellement 1 millier de rôlistes qui vont jouer à un moment donné, si on compte 4-5 rôlistes. Et donc, c'est beaucoup. En fait, malheureusement, on n'a pas pas tant que ça de MJ et de rôlistes. Et si on compare oui, Pierre et Pével, son univers, mais c'est une réédition. Faut pas oublier que la dernière qui a battu tous les records était une réédition. Et donc, depuis des années, il y avait une population de rôlistes qui jouaient aux Lames du Cardinal, dont moi. Et donc, en fait, on va aller chercher des gens qui ont déjà l'univers et des nouveaux. Donc, effectivement, c'est un univers qui s'est construit année après année. Et Célestopol, vu le score au début, il va y avoir une fanbase, c'est sûr. Il y en a déjà, je suis sûr. Et c'est ça qui fait que année après année, on multiplie le nombre de MJ. C'est du travail de longue haleine pour connaître. C'est pareil en littérature. Hein. Voilà. Et il faut faire les salons. À Nantes, il y a Xavier. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un auteur. Il a fait The Caravan. The Caravan, un jeu. Mais c'est un jeu très très cool. Et là, il est en train de faire un nouveau jeu. Bon, on va pas faire la pub pour Xavier, mais voilà, il arpente les salons et c'est comme ça qu'il fait découvrir son jeu. Vous avez la chance d'avoir une maison d'édition de qualité avec un réseau déjà bien étendu et la chance méritée d'avoir cet éditeur pour un livre qui est en plus, et je voulais aussi aborder, qui a une thématique d'image. Alors, j'ai cherché un peu cet après-midi sur Internet. Et donc, il y a quelques images qui sont déjà et qui illustrent, je trouve, bien. Alors, j'espère que, en tout cas moi, ce que j'ai compris de la lecture, c'est à la fois il y a des personnages joueurs dans le kit d'introduction qui sont dessinés. Il y a une ville. Alors, je suis en page 48 pour ceux qui l'ont. Où on voit une ville. J'ai l'impression que c'est le Kremlin au fond, mais peut-être que je me trompe, c'est peut-être, mais bon voilà, en tout cas c'est une référence. Et c'est vrai que dans le jeu de rôle, c'est très important l'image. Voilà. Et le roman, c'est nos propres images. Le jeu de rôle, ça aide. Est-ce que c'est la thématique d'image, parce que j'imagine que Emmanuel ou peut-être Julien, vous avez dit, c'est ce type d'image qu'on veut, le modèle. Ça vient de vous, réunion de travail, Emmanuel? Oui, en plus, moi, quand j'écris, j'ai une façon, je suis très visuel, en fait, quand je suis face à mon ordinateur, devant ma page blanche. Et en fait, j'ai eu la chance que notamment 1922, soit illustré par Marc Simonetti, qui est quand même un nom assez connu dans l'illustration. Voilà, je parle du recueil de nouvelles, pour le coup. Et que le même
même en poche aussi, dans une ambiance très différente. Voilà, plus. En fait, le poche avec ses teintes plus dorées et le grand format, ses teintes plus froides, représente bien un peu les deux facettes de la ville. Et c'est notamment ce genre de référence qu'on avait en tête pour le jeu de rôle. Et là, on est très content, notamment de la couverture de Bastien Gèze et de l'écran que tu citais, parce que je pense que page 48, ça va être un bout de l'écran, en fait, de Thomas d'Ambreville, du coup, qui représente Sélestopol, hein, qui est plus inspiré de Saint-Pétersbourg que de Moscou. Puisque c'est une ville avec des canaux, hein, j'ai oublié de le dire. Voilà, il y a des canaux qui sont pas remplis d'eau, mais justement des vapeurs de sélénium. Donc c'est pour ça que les canaux, que le canal qu'on voit sur l'écran de jeu est doré, parce qu'en fait c'est des brumes dorées qui, voilà, c'est pas juste de l'eau, quoi. On a voulu un truc un peu, voilà, extérieur de l'ordinaire. Et oui, on a beaucoup travaillé en amont sur quel genre d'illustration on voulait, voilà, avec un mood board, etc. Enfin, moi, j'ai des références, je suis très chiant, j'ai des références très précises niveau graphique. Donc, voilà, je sais que j'embête un peu entre mondes parfois. Mais voilà, oui, non, effectivement. Puis, autant même en littérature, encore aujourd'hui, notamment en imaginaire, une belle édition ou une belle couverture peut clairement aider un livre. Et oui, on m'a tout de suite dit que dans le jeu de rôle, c'est pareil. Il faut quand même avoir plus le jeu est beau et plus ça a de l'attrait pour les potentiels joueurs. Mais c'est normal, hein. Je veux dire aussi, ça c'est bien quand ça peut flatter l'œil. Donc, et tout à l'heure, tu disais, tu avais employé le terme baroque. Moi, ça me convient aussi. Tout à fait, un peu pour définir l'univers. Donc, non, vraiment, c'est quelque chose que, enfin, la patte graphique, c'est quelque chose qu'on a vraiment, qui me tient vraiment très à cœur et qui est aussi au centre du projet, quoi. Enfin, le fond, la forme, voilà, on essaye vraiment de tout mêler. Eh ben, très très bien. Je vous propose, on s'était dit qu'on allait faire 1 heure et demie. On est à 1h28. Il y a une question dans le chat de Pax Péchou, qui est la durée approximative de la campagne, des scénarios qui seront proposés dans Julia. Voilà. La durée approximative le temps de jeu Alors, c'est pas précisé, mais j'imagine effectivement, est-ce que finalement les campagnes, les braises de Prométhée, pardon, est-ce que c'est 10 séances de 4 heures ou c'est une grande campagne où il va falloir mettre 35 ou 50 séances de 4 heures ou de 5 heures pour finir? Ça dépend de la table. Ah ouais, ça dépend effectivement de la table. Je dirais à la louche entre 10 et 15 séances pour en voir le bout. Voilà. Après, la campagne va être modulaire, c'est-à-dire qu'il y a alors j'hésite encore 1 ou 2 scénarios qui seront entre guillemets optionnels, c'est-à-dire que ce sera des scénarios que les joueurs pourront explorer pour en apprendre un peu plus ou aller un peu plus loin, mais dont on peut se passer pour pouvoir terminer la trame générale de la campagne. Donc si on exclut, disons que si les joueurs décident de faire l'ensemble des scénarios, les joueurs et le maître de jeu décident de faire l'ensemble des scénarios, je pense qu'on peut estimer 10 à 15 bonnes séances de jeu. Voilà. Ok, mais c'est important parce qu'effectivement, quand on achète un jeu, avoir un scénario fait par les auteurs, c'est pratique, ça permet de rentrer dans l'univers. Et une campagne, c'est aussi parfois un peu rare dans des jeux. Et donc, ça, c'est une question, alors elle n'est pas du chat, elle est de Kylian, de moi. Si ça va fonctionner parce que vous avez déjà pas mal de souscripteurs. Et donc, ils vont venir vers vous, au moins 220 personnes vont venir en disant « Ok, moi j'ai joué à la campagne, et donc, maintenant que j'ai joué à la campagne, je suis en juin 2025, vous me proposez quoi ?» Ah ben, nul doute que Entremont nous demandera d'écrire une grande campagne fleuve comme la geste à la fin des temps. Je rigole. Je ne sais pas du tout. Non, mais ça a été évoqué. Je sais que Simon et Colline préfèrent, voilà, ils préfèrent ne pas trop s'annoncer pour l'instant, mais pour ce qui va se passer précisément
à la suite de ce financement, mais il a été évoqué effectivement une campagne plus longue, plus dense, dont on a déjà parlé avec Emmanuel. On a déjà des pistes à explorer. Donc, je pense qu'on en reparlera bientôt. Je pense qu'ils attendent la fin des financements pour pouvoir se positionner sur la suite. Je pense. Et j'imagine que les ouvrages seront donc disponibles peut-être en avril ou mai 2025 en boutique, parce que c'est aussi important. Enfin, tout le monde ne sera pas là aujourd'hui, ou tout le monde n'aura pas l'argent pour pouvoir prendre un crowdfunding aujourd'hui. Donc, certains vont... Et donc, ça sera disponible juste après, ou c'est prévu comment? Je crois que ce sera plus ou moins simultané. Neoludis, le distributeur, a déjà acquis un certain nombre de lots. Ils ont leur magasin à qui ils vont distribuer. Donc, je pense que ça va être ventilé sur toute la France et Navarre, je pense. Ok. Oui, j'imagine. Est-ce qu'il est prévu un late pledge, c'est-à-dire qu'une capacité dans les semaines à venir, une fois que le crowdfunding est fermé, de quand même continuer, même si ça ne fait pas monter les paliers je sais que Entremonde l'a déjà fait. Je pense qu'ils attendent là aussi de voir un peu comment ça se goupille là. Mais bon, j'imagine. C'est possible. Ok, parce que ça, c'est aussi pratique pour certaines personnes qui auraient effectivement capitalisé un peu d'argent. Si tu peux l'acheter un mois après la fin, c'est cool. Et de rentrer dans l'aventure. Et puis c'est bien aussi pour l'éditeur, ça lui permet de planifier ses stocks et ce qui doit sortir à l'instant T. Je regarde alors sur le chat, si vous avez, il y a Pax qui nous dit bon format pour un AP 50 à 75 heures alors on verra si on fait les AP. Moi j'ai une question encore, puis après je vous libère bien sûr, si vous voulez. Est-ce qu'il est prévu de faire le système... Alors, déjà, merci pour les PDF. Et là, je vais un peu plus loin. Est-ce qu'il est prévu qu'un système Célestopol sorte sur des tables de jeux de rôle virtuels comme Foundry, Roll20 ou Let's Roll? Je pense avoir la réponse, mais je vous écoute. Oui, c'est en cours, c'est en cours. Le VTT, il est en cours. Je crois qu'il y a des gens qui ont commencé à jouer avec. En fait, pour ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, il faut aller sur le Discord d'Entremonde, dans les onglets Célestopol. Et il y a alors, je sais pas si c'est un monsieur ou une dame, je ne sais pas, mais quelqu'un d'extrêmement talentueux, de motivé et de extraordinaire, qui travaille d'arrache-pied, et a priori, il y a des gens qui ont commencé à jouer, et je me demande d'ailleurs si la rôlisterie, ils n'ont pas exploité ce support-là. Oui, peut-être bien. Et c'est sur Foundry, alors je fais un peu de pub parce que je suis modérateur de la Foundry qui est le Discord francophone du système Foundry. On n'est pas lié, c'est des gens, c'est bénévole. Effectivement, il y a quelqu'un sur Foundry qui a développé le système, alors que le système 1, le système de règles, et donc il devrait sortir pour le public, j'espère bientôt. Donc ça, c'est pratique parce que il y a une population de plus en plus nombreuse, peut-être même stable maintenant, qui joue en ligne, et avoir un système qui permet de simuler, et ça permet de rentrer dans l'univers. La plupart du temps, c'est juste les règles de base, faire un jet. Il n'y a pas le contenu, bien entendu, de l'ouvrage, parce que il y a une histoire de copyright derrière. Mais il y a de quoi lancer. Souvent, ce qu'il y a, c'est la feuille de personnage et puis le jet de dés qui va avec l'attribut ou la compétence. Et donc, ça permet de pouvoir simuler ça en ligne. Et ça, c'est merci aussi à Entremonde d'accepter qu'on puisse avoir ça, parce que les développeurs sont souvent bénévoles, ils le font par passion, mais on a besoin de l'autorisation des maisons d'édition pour pouvoir mettre à disposition les systèmes. Donc merci de ne pas oublier. Alors c'est certainement parce que vous aimez la science, en tout cas Emmanuel a dit plusieurs fois qu'il aimait la science, et, c'est vrai. Et qu'on peut le faire en virtuel. Voilà, moi
j'ai quasi fini, j'ai fini toutes mes questions. Sur le chat, je vois pas d'autres questions. Et j'aimerais conclure par une question qui va, j'espère, vous plaire ou vous embêter. Est-ce que chacun, vous pourriez me dire en 3 mots pourquoi, en fait, un joueur devrait prendrait du plaisir à acheter ou pledger votre ouvrage? Ouh là là, c'est dur. En 3 mots. Ah ouais. Ah non. En 3 mots. Allez, en 3 phrases. En 3 phrases. Eh bien, je vais essayer de tourner ça comme il faut quand même. Je dirais, si on veut arpenter les rues d'une cité singulière en observant un magnifique lever de terre depuis la Lune et tout en admirant les canaux mordorés dont je parlais tout à l'heure, et bien sûr en observant du coin de l'œil une petite manifestation d'ouvriers en colère. Voilà, je crois que Sélestopol est l'endroit idéal pour ça. Donc voilà, et puis voilà ce que je peux dire en 3 phrases. Ouais, c'est vraiment top, parce que tu te places à la place des gens qui vont arpenter ton monde, et en fait c'est ce qu'on veut, nous, quand on fait du jeu de rôle, on veut voyager. Oui, honnêtement, c'est ce que je veux aussi quand j'écris, et puis j'en profite pour remercier tous les gens qui nous ont déjà fait confiance. Merci beaucoup, parce que, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'était pas forcément gagné d'avance quand on débarque avec un univers un peu comme ça. Et voilà, et j'espère qu'on va l'emmener le plus haut possible. Et puis, encore une fois, ça fait plaisir de sentir qu'on touche quand même des gens, et que, comme en littérature, encore une fois, mais voilà, que ça offre justement des rencontres, des nouvelles pistes aussi à explorer, même pour moi, parce que travailler sur le jeu, ça m'a clairement fait donner aussi de nouvelles idées pour des nouvelles histoires. Donc vraiment, le côté littéraire et le côté jeu de rôle sont vraiment liés, et je trouve ça super. Merci. Julien, je me tourne vers toi. Je sais pas quoi dire après. C'est dur. Fallait pas me demander de commencer. Non, moi je dirais simplement que bon, quand là je m'adressais plus, je prends le truc à l'envers. Je m'adressais davantage aux gens qui ont lu les nouvelles et qui les ont appréciées. Si vous êtes comme moi, si vous appréciez beaucoup le style d'Emmanuel et l'originalité de son univers, la richesse des personnages, la complexité des intrigues et des thématiques fortes, plonger dans le JDR, ça va vous permettre d'aller dans les coulisses, de découvrir des choses inédites, des secrets, des dimensions qu'on n'imagine pas, ou qui nous permettront, qu'on va pouvoir découvrir d'une autre manière, en tout cas. Et voilà, et avoir le plaisir d'être sur la Lune, et de vivre cette vie imaginaire, pleine de folie, pleine de merveilleux scientifiques, pleine de surnaturel. Et c'est un vrai bonheur, beaucoup de poésie, beaucoup de bonheur à avoir. Eh ben, tout grand merci Julien, tout grand merci Emmanuel. Donc ceux qui nous écoutent, maintenant vous êtes envoûtés par la magie de Sélestopol. Vous allez sur l'URL que y indiqué en commentaire, vous cliquez et vous mettez votre carte bancaire où vous voulez, mais plutôt vers le bas. Merci de votre écoute. Jouez beaucoup, jouez toujours. Prenez soin de vous, surtout.